Il existe une forme de douleur que presque personne ne sait nommer, précisément parce qu'elle ne se laisse pas enfermer dans les mots disponibles. Ce n'est pas tout à fait la tristesse. Ce n'est pas tout à fait l'épuisement. Ce n'est même pas exactement le désespoir. C'est quelque chose de plus nu, de plus embarrassant, de plus difficile à avouer. C'est le moment où l'on se réveille avec la sensation presque physique que celui qu'on appelait soi n'est plus là. Non pas blessé, non pas affaibli, non pas temporairement perdu, mais absent. Comme si, pendant qu'on continuait à accomplir les gestes attendus, à répondre quand il fallait répondre, à sourire quand il fallait sourire, une structure intérieure s'était lentement vidée de sa substance sans prévenir. On continue à marcher, à parler, à remplir les obligations, mais avec l'impression obscure que le centre a disparu et que tout le reste tourne encore uniquement par inertie. Ce qui effraie le plus, ce n'est pas même la douleur. C'est l'impossibilité de l'expliquer. Car comment dire qu'on ne souffre pas d'un événement précis, mais d'une défaillance plus vaste, plus diffuse, plus humiliante? Comment admettre que ce qui soutenait autrefois l'existence ne soutient plus rien? Que les méthodes qui permettaient de tenir, de se rassembler, de repousser l'effondrement, ont cessé d'agir avec une brutalité presque insultante. Alors on interprète. On donne des noms convenables à ce qui échappe. On parle de fatigue, de saturation, de périodes difficiles, de surcharge, de phases étranges. On se promet du repos, une meilleure discipline, un changement d'air, une organisation plus ferme. Et derrière ce vocabulaire propre, raisonnable, presque élégant, une pensée plus sombre s'installe sans faire de bruit. Quelque chose est en train de céder. Quelque chose en moi ne revient plus. C'est ici que l'erreur commence. Parce que tout, vu depuis la surface, ressemble à une chute. Tout semble confirmer l'idée d'un dérèglement. L'énergie s'effondre. Les anciens repères perdent leur pouvoir. Les goûts se déplacent. Le monde familier devient soudainement plat, presque étranger. Les ambitions qui avaient autrefois un visage précis se recouvrent d'un brouillard. On se croit en train de perdre ce qu'on était. Mais il faut consentir à une hypothèse plus inquiétante encore que celle de la perte. Et si ce qui se désagrège n'était pas la partie la plus vraie de vous, mais la construction qui vous permettait de rester à distance de vous-même? Et si cette impression d'anomalie n'était pas le signe que tout tourne mal, mais le signe exact qu'un mensonge intérieur n'arrive plus à se maintenir? Ce genre de pensée dérange parce qu'il retire toute innocence au chaos. Il ne permet plus de se voir comme la victime passive d'un désordre incompréhensible. Il oblige à envisager que la psyché, loin d'être un territoire docile, possède sa propre rigueur, sa propre violence, sa propre manière d'exiger la vérité quand elle a été repoussée trop longtemps. Jung l'a compris non pas en théoricien protégé par les concepts, mais au prix d'une traversée qui, vue de l'extérieur, avait tout d'une désintégration. Lorsqu'il se sépare de Freud, ce n'est pas seulement une rupture intellectuelle. C'est une coupure avec une figure d'autorité, avec une appartenance, avec une architecture entière de sens. Le sol symbolique se retire. Des images surgissent. Les rêves deviennent chargés d'une intensité inquiétante. La vie intérieure se remplit d'éléments qu'il ne maîtrise plus. Il a l'impression d'approcher de la folie. Ce point est essentiel. Les transformations décisives ne se présentent presque jamais sous les traits rassurants de la clarté. Elles arrivent comme une invasion. Elles prennent le visage de ce que l'ego appelle danger. Et l'erreur la plus commune consiste à juger le processus selon l'impression qu'il produit au moment même où il se déroule. Or la psyché n'a aucune obligation de sembler raisonnable quand elle démonte une existence devenue trop étroite. Ce qu'elle défait, elle le défait sans égard pour l'image que l'on avait de soi. Elle brise les appuis avant d'expliquer pourquoi ils devaient être brisés. Elle retire les anciens instruments avant de révéler ce qu'ils empêchaient d'entendre. Voilà pourquoi la première secousse véritable n'est pas la souffrance elle-même, mais l'effondrement des stratégies qui empêchaient d'entrer en contact avec elle. On croit souvent que nos habitudes nous sauvaient. En réalité, beaucoup d'entre elles n'avaient rien de salvateur. Elles aménageaient simplement la distance. Travail compulsif, agitation permanente, attachement prolongé au-delà du vivant, besoin d'être occupé, besoin de consommer, besoin de planifier, besoin de parler, besoin de distraire l'esprit avant que quelque chose de plus grave ne puisse remonter. Ces gestes avaient une fonction. Ils retenaient à la frontière de la conscience ce qui ne devait surtout pas entrer. Pendant un temps, cela suffit. Puis, sans discussion possible, cela cesse. Ce qui calmait n'apaise plus. Ce qui absorbait n'absorbe plus. On répète le mécanisme avec davantage d'insistance et l'on se sent pire. L'ancien refuge devient inutile,
presque obscène. Il y a dans cette stérilité nouvelle une humiliation très particulière. On découvre que l'on ne savait pas vivre, on savait seulement éviter. Et l'on découvre en même temps que l'évitement a été révoqué. Il faut mesurer la violence de cette révocation. Quand les anciens moyens de survie s'écroulent, ce n'est pas parce qu'on est devenu incapable. C'est parce qu'une structure plus profonde refuse désormais de collaborer avec la fuite. Il arrive un moment où l'écart entre le personnage social et la réalité intérieure devient trop large pour être administré sans dommage. À cet instant, quelque chose commence à saboter l'infrastructure du mensonge. Les mécanismes se grippent. Les compensations perdent leur efficacité. Les distractions ne couvrent plus le bruit souterrain. Et ce que l'on appelle alors crise n'est souvent que le moment où l'inconscient retire son consentement à la comédie. Cette idée dérange parce qu'elle confère au chaos une intelligence. Elle oblige à reconnaître que tout ne s'écroule pas par hasard, et que certaines ruines sont moins accidentelles qu'elles n'en ont l'air. Il y a des destructions qui ressemblent à une punition seulement si l'on s'obstine à croire que le maintien de l'ancien ordre était une victoire. À peine ce système de défense commence-t-il à céder qu'un deuxième mouvement survient, plus troublant encore, parce qu'il touche à l'image morale que l'on entretenait de soi. Ce qui avait été relégué remonte. Non pas d'une manière noble ou épurée, mais sous forme de poussées disproportionnées, de rêves dérangeants, de colères inattendues, de désirs qu'on croyait dépassés, de tristesses anciennes soudain redevenues présentes. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs. Il s'agit de fragments entiers de soi qu'on avait condamnés à vivre sous terre. La part dépendante. La part envieuse. La part humiliated. La part furieuse. La part qui voulait davantage. La part qui savait très tôt certaines choses et qu'on a forcé au silence pour rester acceptable. Le retour de ces contenus donne le sentiment d'une régression. On se dit qu'on devient pire, moins stable, moins cohérent. En réalité, c'est souvent l'inverse. Ce qui revient n'est pas une déchéance, mais une totalité refusée. L'ombre n'est pas seulement le réservoir du honteux. Elle contient aussi ce qui fut sacrifié pour entrer dans le monde sans scandaliser personne. Elle contient de l'énergie, de l'instinct, de la lucidité, parfois même une part du destin. C'est ici qu'il faut être impitoyablement honnête. Beaucoup de gens prétendent vouloir la vérité sur eux-mêmes, mais ne souhaitent en réalité qu'une vérité qui les laisse intacts. Ils veulent se connaître sans être déplacés. Ils veulent explorer leur profondeur sans perdre leur ancienne image. Ils veulent la transformation comme on veut une amélioration esthétique. Mais la psyché ne travaille pas ainsi. Elle n'ajoute pas simplement quelques nuances à un portrait déjà satisfaisant. Elle expose les compromis, les amputations, les identifications mortes. Elle force à regarder ce qu'on avait appris à ne jamais regarder de face. Cette lucidité ne procure pas immédiatement de paix. Elle coupe avant d'éclairer. Elle dénude avant de recomposer. C'est pourquoi l'éveil intérieur, pris au sérieux, n'a rien d'une expérience décorative. Il ressemble d'abord à une dépossession. Quelque chose cesse de pouvoir être nié. Et à partir de ce moment-là, l'ancien récit devient trop étroit pour contenir l'expérience. Il faut aller plus loin encore. Car ce qui vacille n'est pas seulement un ensemble d'habitudes ou une façade psychologique. Ce qui vacille, au fond, c'est l'illusion qu'il existerait en nous un noyau fixe, stable, parfaitement identifiable, auquel il suffirait de rester fidèle pour être sauvé. C'est ici que la pensée de Watts tranche avec une précision presque froide. Le moi que l'on défend avec tant d'acharnement n'est pas la substance immobile que l'on imagine. C'est un mouvement auquel la mémoire donne un nom. Une continuité reconstruite après coup. Une forme provisoire que l'on prend à tort pour une essence. On s'accroche à des phrases comme à des verdicts. C'est mon caractère, j'ai toujours été ainsi, je ne suis pas de ceux qui changent, je fonctionne de cette manière. On croit décrire. En réalité, on fige. On transforme une configuration passagère en prison ontologique. Puis on souffre parce que la vie, qui est flux, refuse obstinément de respecter les définitions qu'on a posées sur elle. Le drame ne vient pas seulement du changement. Il vient du fait que nous exigeons secrètement du réel qu'il immobilise ce qui n'a jamais eu vocation à rester immobile. On veut une identité solide, un récit cohérent, une version de soi sur laquelle s'appuyer durablement. Mais ce support était déjà en train de bouger pendant qu'on le déclarait stable. Le corps change, les peurs changent, les fidélités changent, les désirs changent, l'attention change, la manière même de percevoir le monde change. Pourtant, l'esprit continue à s'accrocher à une fiction de permanence, parce qu'elle rassure.
Le problème est qu'elle rassure au prix de l'étouffement. À force de dire je suis ceci, on devient gardien de sa propre immobilité. On surveille toute émergence qui contredirait la définition acquise. On traite comme une menace ce qui pourrait délivrer. Et l'on appelle cohérence cette forme polie d'auto-enfermement. Ce point est plus radical qu'il n'y paraît. Si le moi n'est pas une chose mais un processus, alors la crise n'est plus seulement une anomalie à réparer. Elle devient un moment de vérité où la fluidité réelle de l'être redevient perceptible après une longue tentative de solidification. Cela ne console pas. Cela retire plutôt la dernière illusion de contrôle. Car si le sol n'était pas solide, si la stabilité était déjà une interprétation, alors l'angoisse ressentie au moment du vacillement n'est peut-être pas le signe d'un danger inédit, mais celui d'une vision enfin exacte. Nous ne tombons pas toujours parce que quelque chose s'est rompu. Parfois nous tombons parce que nous découvrons que ce sur quoi nous pensions tenir n'avait jamais été ce que nous croyions. Cette prise de conscience a quelque chose d'humiliant, presque cruel. Mais elle ouvre aussi une possibilité redoutable. Ce qui n'est pas figé ne peut pas être définitivement détruit. Ce qui est vivant échappe à la forme finale. Ce qui se transforme n'est pas condamné à rester la version brisée que l'on contemple au pire moment de la traversée. À ce stade, beaucoup se retirent du monde sans comprendre ce qui leur arrive. Ils ne répondent plus comme avant. Ils annulent. Ils s'isolent. Ils supportent mal la présence des autres, non par misanthropie, mais parce que le simple fait d'être vu selon les anciens codes devient épuisant. On interprète cela trop vite comme un déficit. Comme une fermeture. Comme un signe de dépression ou d'échec relationnel. Pourtant, il existe une solitude qui n'appauvrit pas. Une solitude de gestation. Une solitude de réorganisation profonde. Quand quelque chose se recompose dans la psyché, le bruit social devient parfois insupportable parce qu'il rappelle sans cesse l'ancienne distribution des rôles. Les autres vous convoquent involontairement à redevenir ce qu'ils ont connu de vous. Ils parlent à la forme précédente. Ils attendent les gestes habituels. Ils veulent le personnage fonctionnel. Or, quand une mue intérieure est engagée, cette demande devient presque violente. Elle oblige à performer une identité qui ne tient plus. Il faut entendre ce que cette retraite a de nécessaire. Se retirer n'est pas toujours fuir. Il arrive qu'on se retire pour que quelque chose puisse enfin advenir sans être interrompu. Le silence protège certaines métamorphoses comme l'obscurité protège certaines germinations. Ce qui se forme alors ne sait pas encore parler sa propre langue. Cela n'a pas encore de visage social. Cela n'a même pas toujours de concept. C'est une condensation lente, une réorganisation sans spectacle. De l'extérieur, cela ressemble à une suspension. De l'intérieur, cela peut ressembler à une quasi-disparition. Pourtant, c'est parfois la phase la plus féconde du processus, précisément parce qu'elle n'offre aucun signe immédiat de fécondité. Le monde contemporain, obsédé par la visibilité, interprète tout retrait comme une défaite. Mais l'âme ne travaille pas sous l'œil du rendement. Ce qui a besoin de profondeur a besoin de retrait. Ce qui doit se redéfinir ne le fait pas au milieu du vacarme. Puis survient un phénomène que la mentalité moderne appauvrit en le traitant comme une curiosité légère, le retour du sens dans les coïncidences. Certaines rencontres, certaines phrases entendues par hasard, certains livres ouverts au bon moment, certains noms qui reviennent, certains événements extérieurs se mettent à résonner avec une intensité disproportionnée. On hésite à en parler, de peur de paraître naïf ou superstitieux. Pourtant, ce qui importe ici n'est pas la superstition. C'est l'expérience nette qu'un événement extérieur, sans lien causal démontrable avec l'état intérieur, semble néanmoins lui répondre. Jung a donné à cela un mot que la banalisation a presque vidé de sa force, synchronicité. Il ne s'agissait pas pour lui d'un décor mystique ajouté au monde. Il s'agissait de la rencontre signifiante entre un mouvement intérieur et une configuration extérieure. Non pas une preuve à exhiber, non pas une théorie à brandir, mais une couture furtive entre deux ordres que l'on croyait séparés. Pourquoi ces phénomènes se multiplient-ils souvent pendant les grandes transitions psychiques ? Peut-être parce qu'au moment où l'existence cesse d'être vécue de manière purement mécanique, la perception elle-même change de densité. Ce qui passait inaperçu devient lisible. Ce qui semblait dispersé commence à former des constellations. Le monde extérieur ne devient pas nécessairement magique. Il cesse simplement d'être muet. Il y a dans ces moments une impression très singulière, celle que quelque chose en nous s'est déplacé au point de modifier la qualité de la rencontre avec le réel.
Les événements ne sont plus seulement des faits. Ils deviennent des frappes. Des points d'intensité. Des réponses sans question formulée. Il ne faut pas s'empresser de les décoder comme on résout une énigme infantile. Il faut les laisser agir. Les enregistrer intérieurement. Accepter qu'une transformation profonde s'accompagne parfois d'une réorganisation du visible. Mais le signe le plus redoutable n'est ni la panne des anciens mécanismes, ni le retour de l'ombre, ni la solitude nécessaire, ni les coïncidences chargées. Le signe le plus redoutable est plus intime, plus nu, plus définitif. C'est le moment où l'on sent qu'une part de soi est en train de mourir et où, derrière la panique, une autre connaissance se tient déjà là. Elle doit mourir. Non pas parce qu'elle était mauvaise dans un sens moral. Non pas parce qu'elle n'a servi à rien. Mais parce qu'elle a achevé sa fonction. Une identité peut devenir fausse sans avoir été inutile. Une structure peut avoir protégé puis étouffé. Une manière d'être peut avoir permis de survivre puis empêché de vivre. Et c'est souvent là que la souffrance atteint son point le plus aigu, non au moment où quelque chose se désagrège, mais au moment où l'on comprend que le sauver serait une trahison plus grave que le perdre. L'ego résiste violemment à cette évidence. Il invente des récits, des urgences, des nostalgies, des justifications. Il dramatise la perte comme si tout l'être allait être emporté avec la forme ancienne. Il confond la coquille et le vivant. Il appelle catastrophe ce qui est parfois passage. Les alchimistes avaient une intuition brutale de ce mouvement lorsqu'ils décrivaient les étapes de l'œuvre comme une succession de noirceur, de purification, d'émergence. Ce langage n'avait rien d'ornemental. Il nommait la logique d'une transformation qui exige destruction, dépouillement, transmutation. On ne passe pas de l'ancien au nouveau en gardant intact le visage intérieur qui s'est révélé insuffisant. Quelque chose doit réellement finir. Pas comme métaphore agréable. Comme fait psychique. Comme événement intérieur irréversible. Et la plupart des gens souffrent moins de la mort symbolique elle-même que de l'effort exténuant qu'ils déploient pour empêcher cette mort d'avoir lieu. C'est ici qu'intervient le point de bascule le plus méconnu. Le moment décisif n'est pas nécessairement l'entrée dans l'obscurité. C'est le moment où l'on est presque arrivé au bord de l'autre rive sans le savoir, et où tout ressemble encore au désespoir. C'est le moment le plus dangereux parce qu'il ne porte aucun signe spectaculaire. Aucun clairon intérieur n'annonce que l'épreuve touche à sa fin. Tout paraît identique à ce qui précède. Fatigue, confusion, perte de repères, sentiment d'irréalité, impatience, tentation de retourner à l'ancien. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils retournent vers une ancienne relation, un ancien rôle, un ancien système de défense, une ancienne définition d'eux-mêmes, simplement parce que l'informe dure trop longtemps et qu'ils ne supportent plus de ne pas savoir qui ils sont. Ils prennent l'absence de forme pour un vide définitif, alors qu'elle est parfois la condition exacte d'une recomposition plus juste. Il faut entendre la cruauté de cette tentation. Revenir en arrière procure souvent un soulagement immédiat. On retrouve une silhouette connue. On récupère des habitudes, des réponses, des automatismes. On se sent de nouveau localisable. Mais ce soulagement a le goût d'une falsification. Il répare l'ancienne cage au moment précis où elle venait de céder. Il offre le confort d'une imitation au lieu de la vérité d'une naissance. C'est pourquoi tant de vies répètent les mêmes effondrements sous des formes différentes. On n'a pas traversé. On a interrompu. On a préféré la restauration du connu à l'émergence de l'inconnu. Puis l'âme, qui n'oublie pas ce qu'elle a commencé, réintroduit plus tard la même nécessité sous d'autres apparences. Rien n'est plus fatigant qu'une transformation refusée. Elle revient jusqu'à obtenir ce qu'elle demande. Alors que faire lorsqu'on se reconnaît dans ce paysage? Certainement pas chercher à aller mieux trop vite. L'impulsion de se stabiliser immédiatement, de retrouver coûte que coûte un sentiment de normalité, peut être l'une des plus grandes ruses de l'ancien moi. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur ni de s'y installer avec complaisance. Il s'agit de cesser de confondre soulagement et vérité. Il y a des moments où vouloir se sentir mieux signifie simplement vouloir que le processus s'arrête avant d'avoir livré son sens. Il faut parfois une discipline plus sévère, consentir à voir. Nommer ce qui a pris fin. Nommer ce qui ne répond plus. Nommer ce que l'on continuait de faire semblant de croire vivant. Un simple énoncé, brut, sans commentaire, peut suffire à faire entrer dans la conscience ce que l'on tenait encore à distance. C'est peu spectaculaire. C'est pourtant souvent là que commence le vrai travail. Il y a également une rigueur dans la manière d'habiter l'intervalle entre l'impulsion et l'acte.
Lorsque le vieux mécanisme revient réclamer sa répétition, il n'est pas toujours nécessaire de le vaincre héroïquement. Il suffit parfois d'introduire un délai. Quelques secondes de suspension. Quelques secondes pour demander « Qu'est-ce que je refuse de sentir si je cours immédiatement vers ce geste ?» Cette question ne résout rien d'un coup. Elle brise pourtant la compulsion parfaite. Elle ouvre une fente dans le réflexe. Et dans cette fente, quelque chose d'autre peut respirer. De la même manière, les rêves, les coïncidences, les images insistantes, les déplacements subtils de perception méritent moins une interprétation immédiate qu'une fidélité silencieuse. Il faut les recueillir sans les forcer. Les noter sans les réduire. La psyché parle souvent en motif avant de parler en conclusion. Ce qui semble absurde sur le moment compose parfois, avec le temps, une carte d'une précision redoutable. Rien de tout cela n'aura la netteté d'une méthode. La transformation réelle n'est pas un protocole. Elle ne récompense pas la perfection. Elle exige plutôt une honnêteté répétée. Être honnête sur ce qui meurt. Honnête sur ce qui insiste. Honnête sur les retours en arrière. Honnête sur les moments où l'on a peur de laisser disparaître une version ancienne de soi parce qu'on ne sait pas encore qui regardera le monde à sa place. C'est cette honnêteté qui empêche la souffrance de devenir pure perte. Car ce qui détruit le plus n'est pas toujours la douleur. C'est la douleur traversée sans lecture, sans reconnaissance, sans intégration, la douleur qui consume tout et n'enseigne rien parce qu'on a passé tout le trajet à vouloir annuler le trajet lui-même. La vérité la plus dure est peut-être celle-ci. Beaucoup de gens atteignent le seuil d'une métamorphose réelle et reculent juste avant qu'elle ne prenne forme. Non parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils ont déjà trop souffert pour supporter une minute supplémentaire d'indétermination. Ils reprennent donc l'ancien costume, non par conviction, mais par épuisement. Puis ils passent des années à se demander pourquoi la même nuit revient, pourquoi la même sensation d'inachevé persiste, pourquoi les mêmes structures finissent toujours par s'écrouler. La réponse est moins mystérieuse qu'elle n'en a l'air. Ce qui devait mourir n'a pas été laissé à la mort. Ce qui devait naître a été interrompu au seuil. Et l'existence recommence alors à produire des fissures jusqu'à ce que l'on accepte enfin de ne plus se réparer selon l'ancien plan. Ce qui émerge de cette traversée n'est jamais une version polie ou optimisée de celui qu'on était. Ce n'est pas un ancien moi restauré, plus sage, plus équilibré, plus séduisant dans ses ruines. C'est autre chose. Quelque chose qui n'aurait pas pu exister sans la défaite des anciennes coordonnées. Quelque chose qui n'était pas accessible tant que l'on restait fidèle à une identité façonnée autour de l'évitement, de l'approbation, de la peur ou de la répétition. Cette émergence est plus discrète qu'on l'imagine. Elle arrive souvent sans triomphe, sans musique intérieure, sans moment glorieux. Elle se signale d'abord par une qualité différente de présence. Une manière moins tendue d'habiter sa propre vie. Une fidélité moins spectaculaire mais plus profonde. Une réduction du faux. Une tolérance nouvelle à la vérité nue. Une fatigue moins théâtrale parce qu'elle n'est plus doublée par l'effort constant de jouer un rôle intérieur devenu cadavérique. Il ne faut donc pas se hâter de conclure lorsqu'on se trouve au cœur de cette zone trouble. Le silence n'est pas vide simplement parce qu'il n'explique pas. L'informe n'est pas stérile simplement parce qu'il ne rassure pas. L'obscurité n'est pas toujours la preuve que la lumière manque. Elle peut être le lieu exact où l'œil apprend enfin à voir autrement. Et s'il y a une exigence à retenir, elle tient peut-être tout entière dans ceci. Ne pas se précipiter pour redevenir quelqu'un avant d'avoir laissé mourir ce qui n'était déjà plus vivant. La plupart des existences manquées ne s'égarent pas par absence d'intelligence. Elles s'égarent par impatience devant l'entre-deux. Elles veulent une définition avant l'heure, une forme avant la maturation, une conclusion avant le travail silencieux qui seul pourrait la rendre juste. Quelque chose, à cet instant même, en vous sait probablement de quoi il s'agit. Pas sous forme de théorie. Pas sous forme d'idée claire. Sous forme de reconnaissance. Une phrase qui ne se dit pas entièrement. Une vérité qui ne demande pas encore à être expliquée mais seulement à ne plus être trahie. C'est peut-être cela, au fond, le commencement réel. Non pas comprendre enfin ce qui vous arrive, mais cesser de mentir sur ce que vous savez déjà. Et si une part de vous est restée muette jusqu'ici, ce n'est peut-être pas parce qu'elle n'avait rien à dire. C'est peut-être parce qu'elle attendait qu'enfin, pour une fois, vous acceptiez de l'entendre.